Salut à tous, ça y est, toutes les équipes à l'Est pour les demi-finales de conférence sont qualifiées, l'occasion d'avoir une affiche très alléchante entre les Boston Celtics et les Washington Wizards. Je vous propose, via cette petite vidéo d'analyse, comme d'habitude, de se baser sur un décryptage des stats et des stats avancées pour vous donner le maximum de clés pour que vous puissiez comprendre tous les enjeux de cette série et les forces, les faiblesses des deux équipes, et afin comme ça de comprendre tactiquement qui peut surclasser qui et comment. L'idée c'est d'aller au-delà des intuitions, de ne pas faire, surtout pas faire de charlatanisme en essayant de lire dans une boule de cristal ce qui va se passer, ça personne ne sait le faire, mais c'est bien d'utiliser ce dont on a à notre disposition, de sourcer un maximum d'arguments pour essayer de dégager une tendance. Boston Celtics, Washington Wizards, les deux équipes sont issues de la division Atlantique, elles ont toutes les deux battu leurs adversaires directs au premier tour en 6 matchs. Dans l'histoire de la NBA, c'est arrivé seulement 10 fois que le quatrième arrive à sortir le premier pour arracher une place en finale de conférence. La dernière équipe à l'avoir réussi, c'était les Grizzlies en 2013. Par contre, c'est arrivé 6 fois en 11 ans, donc les 6 fois sur les 10 sur un laps de temps de 11 années, entre 2006 et 2013. Donc il faut croire que c'est dans l'air du temps, donc tout est possible. Vous allez voir que cette série va être absolument passionnante. J'espère pouvoir vous aider dans le décortiquage de tous ces éléments. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence tout de suite. Chose à ne pas occulter, il n'y a que 4 matchs d'écart, 4 victoires d'écart entre les Celtics et les Wizards. Donc on n'est pas du tout dans une configuration où on a un premier archi-dominant qui affronte un quatrième très loin dans le classement. Là on a vraiment un groupe d'équipes entre la première et la quatrième place à l'Est qui est très homogène, donc ça promet bien entendu beaucoup d'intensité avec des deux côtés des niveaux qui vont être relativement homogènes. Ça c'était pour la petite parenthèse, c'était pour vous vendre encore plus cette série, mais nul doute que vous l'attendez aussi impatiemment que moi. Je vous propose qu'on fasse dans un premier temps, tout seigneur, tout honneur, les Celtics ayant fini premier, on va commencer par eux, l'analyse de cette équipe des Celtics, analyse des forces, des faiblesses autour de l'attaque et de la défense, et ensuite on superpose avec les capacités de défense des Wizards, leurs forces, leurs faiblesses, et on essaye de décrypter qui peut dominer qui. Donc cette équipe des Celtics, à l'issue de la saison régulière, on se base sur la saison régulière et non pas sur le premier tour des playoffs, parce que affronter une équipe, c'est s'adapter à cette équipe et les forces et les faiblesses que vous pouviez avoir face à cette équipe, ici en l'occurrence face aux Bulls, peuvent être complètement différents face aux Wizards. Donc pour avoir une vision plus globale, on replonge sur la saison régulière pour avoir vraiment une vision d'ensemble de cette équipe et pas se focaliser, même si c'était très récent, sur un premier tour qui peut être tronqué. Donc les Celtics, 8e meilleure attaque de la NBA à l'issue de la saison régulière. 12e défense. Grosse problématique des Celtics, c'est le rebond. Vous voyez que ça n'est que la 27e équipe de la NBA au rebond. Ça s'est payé très très cher face aux Bulls dans les 2 premiers matchs. L'équipe a été dominée et c'est comme ça que Chicago, malgré une adresse relativement faible, a arraché des rebonds offensifs et a eu des paniers en deuxième intention. Donc ça, c'est un des gros points noirs des Celtics, mais maintenant, on le sait. Mais bon, c'est évidemment à souligner. C'est une équipe, cette équipe de Boston, qui tire énormément à 3 points. On a un petit peu tendance à l'oublier, mais cette équipe des Celtics, c'est une équipe qui mise énormément sur le tir à 3 points. Vous voyez que plus de 39% du volume de tir total tenté par les Celtics, eh bien c'est du tir à 3 points, c'est du tir derrière la ligne, au même titre que les Cavs ou les Rockets. On est vraiment dans des équipes qui surexploitent le tir à 3 points.
Voyez que on avait, je vous le disais, le troisième plus haut volume de tirs tentés derrière la ligne à 3 points. Par contre, en termes d'adresse, on n'est pas dans la surefficacité, on est à 36%, ce qui est très bien, mais qui place l'équipe, on va dire, en milieu de tableau dans la NBA. Donc, beaucoup de volume côté Celtics et une adresse moyenne. On est dans ce registre un petit peu dans ce que peuvent proposer les Rockets, c'est-à-dire plutôt de la quantité au détriment de la qualité. Voyez aussi que du côté de cette équipe des Celtics, on n'est que la 26e équipe de la ligue pour ce qui est du nombre de points marqués à mi-distance. Pourquoi je vous montre ça? Parce que cette équipe des Celtics, plus que jamais, c'est une équipe binaire qui va soit tirer à 3 points, soit essayer d'aller finir fort près du cercle. Et par contre, ce qui fait l'une des forces de cette équipe de Boston, c'est son collectif. Voyez que c'est la deuxième équipe de la ligue, juste après les Warriors, pour ce qui est du pourcentage de paniers marqués qui ont généré une passe décisive. Donc c'est une équipe qui construit, qui fait vivre via du jeu à 2, du jeu à 3, des séquences collectives, et qui, via ce collectif, arrive à créer quelque chose en attaque et à transformer comme ça des passes décisives en des paniers. Pourquoi je vous disais que c'était une équipe complètement binaire? Eh bien, voyez ici, c'est absolument flagrant. Quand vous regardez un petit peu les volumes de tirs tentés, eh bien, on se rend très très vite compte que tout se fait quasiment au-delà de la ligne à 3 points ou au niveau du cercle. Il n'y a quasiment pas, mis à part un tout petit peu ici, de tentatives de tir à mi-distance. Alors si on met la heatmap, la carte infrarouge des volumes de tir, ça saute encore plus aux yeux. Donc grosse tentative près du cercle, dans les coins, et puis à 45 degrés, à 3 points. Il y a un tout petit peu de 2 points longs ici, un tout petit peu ici le long de la ligne de fond, mais c'est très faible. Remarquez, effectivement, on retrouve une belle adresse à 3 points ici dans les corners et à 45 degrés. Par contre, vous voyez que dès qu'on s'éloigne un tout petit peu du cercle dans la raquette, c'est assez faible. Qu'on n'a pas de grosse qualité de finition près du cercle, mais on reste quand même dans quelque chose dans la moyenne pour ce qui est de finir vraiment là. Au lay-up, c'est at the rim, c'est vraiment les finitions tout proche du panier. Et puis surtout sur le côté droit, à 45 degrés et dans le coin, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ce qui est très intéressant, quand vous regardez le découpage des réussites des Celtics par rapport à ces 5 ou 6 endroits du terrain, donc les points dans la raquette, les points à mi-distance, dans le coin, au-delà de la ligne à 3 points, eh bien, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun endroit du terrain où les Celtics sont dans le top 10 des équipes avec le meilleur pourcentage de réussite, mais qu'à contrario, il n'y a aucun endroit du terrain où les Celtics sont dans le worst 10, donc dans le pire 10 de la NBA en termes de maladresse. Donc ils ne sont ni très bons, ni très mauvais à des endroits du terrain. Les Celtics, c'est vraiment, et ça va revenir durant cette vidéo, c'est vraiment l'équipe couteau suisse par excellence. Ils peuvent faire plein de choses, et ces choses, ils le font d'une manière générale ni très bien, ni très mal. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc c'est d'autant plus compliqué à défendre qu'il n'y a pas vraiment ni de points forts, ni de points faibles. Il y a une polyvalence qui permet pas mal de choses en attaque. Tout de suite, la première chose qui doit venir à votre tête, c'est ok, on a une équipe des Celtics qui tire énormément à 3 points, qui est extrêmement dépendante de son adresse au-delà de la ligne à 3 points dans la constitution de son attaque. Comment les Wizards défendent le tir à 3 points? Ça paraît être l'un des enjeux de cette série. Eh bien, pas très bien. Eh bien, pas très bien. Vous voyez que les Wizards, ça n'est que la 20e défense pour ce qui est de la contestation et de l'adresse des adversaires à 3 points. Donc, première force des Celtics, première petite faiblesse des Wizards dans la capacité à contester ces tirs à 3 points. D'une manière générale, je vais vous l'agrandir pour que vous le voyez bien. Quand vous décomposez, ça c'est une petite fusion de tableaux que j'ai fait maison. Quand vous décomposez les pourcentages d'adresse des Celtics
par rapport aux différents endroits du terrain, eh bien vous vous rendez compte que la défense des Wizards sur 1, 2, 3, 4 emplacements sur 6, eh bien la défense des Wizards fait moins bien que l'attaque des Celtics. Donc on retrouve effectivement encore là, comme sur le tir à 3 points, un avantage adresse-attaque Celtics par rapport à capacité de contestation des Wizards. Là où les Wizards s'en sortent pas trop mal, c'est dans la contestation des points in the paint, mais qui ne sont pas dans la restricted area, donc c'est dans la raquette, mais pas tout près du cercle. Mais c'est pas tendu à la qualité de la défense des Wizards, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est dû à la relative maladresse des Celtics dès lors qu'ils sont un petit peu éloignés du cercle. Et l'autre compartiment, c'est dans le coin droit. Dans le coin droit à 3 points où la défense des Wizards n'est pas trop mauvaise, mais encore les accorder 39%, ça reste quand même énorme, mais globalement, la défense fait un petit peu mieux que l'attaque dans ces deux compartiments. Globalement, donc, en termes de comparaison, qualité d'adresse, ratio, attaque Celtics, défense Wizards, il y a un avantage Celtics indéniable. C'est ce que je vous ai montré ici. Dans 83% des tirs tentés par Boston, les qualités de défense de cette équipe des Wizards eh bien, sont inférieures aux qualités d'attaque des Celtics. Si on regarde maintenant la composition de l'attaque des Celtics, comment les Celtics structurent leur attaque et quelles sont les différentes combinaisons qui permettent aux Celtics d'avoir ou non un panier. C'est ce que je vous ai fait, ça c'est du fait maison, avec ce petit camembert et cette petite répartition des composantes de l'attaque des Celtics. Voyez que ce que cette équipe de Boston fait le plus en attaque, c'est là, c'est un gros pavé, à plus de 22%, c'est du spot-up, c'est des tirs de champ. C'est par exemple une fixation en renversement, un tir à mi-distance ou un tir à 3 points. Donc ça pèse pratiquement pour un quart dans cette attaque des Celtics. Deuxième autre grosse composante de l'attaque, c'est ici, c'est ce coin jaune, c'est ce que vous allez retrouver là, c'est le pick and roll porteur de balle. C'est les séquences où il y a Isaiah Thomas, où il y a Marcus Smart, où il y a Avery Bradley. On leur pose un écran et en sortie d'écran, ils arrivent à scorer. C'est ça le pick and roll ball handler. Et puis la troisième composante de cette attaque des Celtics, vous ne le voyez pas, c'est caché derrière ma tête. Alors attendez, hop, je disparais, c'est ici. C'est la transition. 13% des séquences d'attaque des Celtics sont issues de séquences de transition, c'est du jeu rapide, c'est de la contre-attaque. Ce qui doit vous frapper quand vous voyez ça, c'est que finalement, même s'il y a 2-3 tendances qui se dégagent, c'est extrêmement homogène. Cette équipe des Celtics, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un véritable couteau suisse. Ils font plein de choses et c'est fait d'une manière équilibrée parce que regardez, vous avez toute une constellation de petites tâches qui sont faites aux alentours de 6 à 7% du temps, mais qui sont faits d'une manière récurrente. Il y a vraiment une belle variété dans cette attaque des Celtics, et ça c'est intéressant parce que cette polyvalence implique à la défense adverse eh bien, de devoir se concentrer sur pas mal de choses, et c'est donc effectivement extrêmement plus compliqué à défendre que des équipes qui ne se basent que par exemple sur du pick and roll ou que sur des séquences d'isolation pour vraiment caricaturer. Donc là, cette belle homogénéité des Celtics, c'est relativement impressionnant et ça promet aux Wizards des séquences défensives où ils devront être extrêmement vigilants. Ça, c'était pour la répartition des composantes. Maintenant, ce qu'il est très intéressant d'analyser, c'est parmi tout ça, qu'est-ce que les Celtics font très bien, qu'est-ce qu'ils font moins bien, voire très mal. Alors, je vous ai fait pour ça un autre graphique. Juxtaposé avec l'attaque, avec la défense des Wizards. Alors, on a pris pour ça les stats proposés par Synergy, qui a un système d'indices. C'est-à-dire que, par exemple,
quand vous faites ici de l'isolation. Voyez que première ligne, c'est l'attaque des Celtics, deuxième ligne, c'est la défense des Wizards. Donc par exemple, sur des séquences d'isolation, les Celtics ont un indice 55. Ça veut dire qu'ils sont plus efficaces que 55% des autres équipes de la NBA sur des séquences d'isolation. Et en dessous, vous avez la défense des Wizards à 41%. Ça veut dire que la défense des Wizards, il n'y a que 41% des équipes qui défendent moins bien. Donc ça veut dire qu'il y a 60% à contrario, vous l'aurez compris, des défenses qui défendent mieux l'isolation que les Wizards. En gros, plus vous vous rapprochez de 100, meilleur vous êtes, que ce soit pour les Celtics du coup dans les phases d'attaque ou les Wizards en opposé sur des phases de défense. Alors, quand vous juxtaposez tout ça, eh bien, vous vous rendez compte que en bleu, vous avez les Celtics, en orange, vous avez les Wizards. En bleu, donc c'est l'attaque de Boston. En orange, c'est la défense des Wizards. Eh bien, vous vous rendez compte que quasi systématiquement, l'attaque des Celtics est supérieure à la défense des Wizards, avec des amplitudes plus ou moins marquées, mais systématiquement, vous avez une domination de la défense, domination de l'attaque des Celtics sur la défense des Wizards. Il y a juste en transition, où le repli défensif de Washington est vraiment excellent, et à contrario, l'efficacité offensive des Celtics sur la contre-attaque est vraiment très très faible. Donc là, gros avantage Wizards. Et sur les hand-off, ces séquences où on fait des main à main, pareil, l'efficacité offensive des Celtics n'est pas terrible. Et la défense des Wizards est, on va dire, aux alentours de l'indice 70-75, donc est pas mal. Donc tout ça pour vous dire que en plus des séquences d'adresse que je viens de vous montrer, où clairement avantage Celtics, dans les séquences de composantes de l'attaque, une nouvelle fois opposées à cette défense des Wizards, il y a un avantage Celtics. Si maintenant on juxtapose, vous voyez comme ça, avec en coloriant les zones, c'est encore plus flagrant. On voit très clairement que l'attaque en bleu des Celtics surclasse la défense en orange des Wizards. Et puis d'une manière générale, si vous comparez élément par élément, on retrouve uniquement ces deux-là, la transition et les main à main, les hand-off, où la défense des Wizards est supérieure, mais dans tous les autres compartiments, on a une attaque des Celtics qui domine. Et si vous regardez dans le détail sur les séquences où ça pèse, sur les choses que les Celtics font beaucoup, souvenez-vous, il y avait le spot-up, le tir de champ. On a du 86 contre du 28. Énorme domination des Celtics. Sur le pick and roll porteur de balle, on a du 83-72, donc là ça matche pas trop mal. Et sur la transition, par contre, là pour le coup, belle domination de la défense des Wizards, mais dans tous les autres compartiments, vous savez, toutes ces petites choses, toutes ces petites composantes de cette attaque très polyvalente des Celtics, vous voyez sur les claquettes, sur les off-screens, sur les cuts, sur les post-up, le jeu de haut panier, sur le pick and roll rollman, sur toutes ces autres choses que les Celtics vont faire comme ça de temps en temps avec une belle homogénéité dans la répartition, eh bien il y a une très nette domination. Donc peut-être que dans les grandes lignes de ce que fait majoritairement l'attaque des Celtics, les Wizards vont réussir à matcher. Par contre, sur toutes les autres petites choses que les Celtics font de temps en temps, mais qui au final agglomérées représentent 50% de leur attaque, eh bien la défense des Wizards, elle est très clairement dépassée. Si on regarde maintenant la production par position, on se rend compte que du côté de cette équipe des Celtics, il y a deux postes sur lesquels on est, par rapport aux adversaires directs, on est déficitaire, on est défavorable. C'est sur le poste de power forward et de center, donc sur les postes d'intérieur. Par contre, à contrario, sur la ligne extérieure et le poste de l'ailier, grâce à une bonne défense, où on maintient les PER adverses à des niveaux très très bas, eh bien, on a un avantage comparatif en faveur des Celtics. Si on superpose ça
avec les Wizards. Donc ces 2 points négatifs sur les intérieurs, eh bien on retrouve la même chose du côté des Wizards, où effectivement d'une manière symétrique par rapport aux adversaires directs, eh bien on est déficitaire sur la production des intérieurs. Donc en gros, là où les Celtics pourraient avoir une faiblesse et s'exposer par rapport à leurs adversaires directs, eh bien les Wizards, ils ont aussi une faiblesse. En gros, la structure de l'effectif, elle est en symétrie, avec une belle ligne arrière et une ligne intérieure un petit peu plus affaiblie. Eh bien c'est exactement pareil du côté des Celtics et des Wizards, et du coup on ne peut pas considérer que dans les composantes du roster, il y ait un avantage ou une faiblesse exploitable, que ce soit par l'un ou par l'autre. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant aux Washington Wizards avec la même méthodologie, analyse de l'attaque, des forces, des faiblesses, analyse de la défense, et puis on juxtapose ça avec les Celtics et on voit qu'est-ce que ça peut donner. Les Wizards, donc 9e meilleure attaque de la NBA, 20e par contre seulement en termes de qualité de défense, donc clairement une équipe qui a basé son succès sur son rendement offensif, une équipe qui n'est pas non plus excellente au rebond. Au global, c'est seulement la 17e équipe de la NBA. Ce qui est très intéressant du côté des Wizards, c'est que même sans être une grosse défense, les peu de pertes de balles qu'ils arrivent à forcer, eh bien, sont transformés derrière en panier, puisque vous voyez que c'est la 3e équipe qui marque le plus de points en transition. Donc il y a clairement côté Wizards une volonté, dès qu'on arrive à forcer une perte de balles, d'accélérer et d'essayer de convertir ça en contre-attaque. C'est une équipe qui ne se base pas, contrairement à beaucoup de collègues, sur une outrance dans le nombre de tirs tentés. Seulement 23e de la NBA sur le nombre de tirs tentés à 3 points. Donc c'est plutôt une équipe de 2 points qu'une équipe de tirs en 3 points, à 3 points en volume. C'est Washington Wizards. Et pourtant que vous voyez qu'ils ont beau être la 23e équipe en volume tenté, ils ont la 8e meilleure adresse à 3 points de la ligue. Donc autant côté Celtics, souvenez-vous, on privilégie la quantité sur la qualité dans les volumes de tirs à 3 points, autant côté Wizards, c'est l'inverse. On tire un petit peu moins, mais ces tirs qu'on prend à 3 points, eh bien on a un meilleur pourcentage dessus. Ça donne une indication sur la nature des tirs à 3 points que prennent ces Wizards. En gros, côté Washington, on va tirer à 3 points que quand on a vraiment un 3 points ouvert. Voilà ce que ça peut donner comme indication. En termes de répartition des pourcentages de réussite du côté des différents endroits du terrain où l'on tire avec cette équipe de Washington, eh bien, comme du côté des Celtics, on va être dans le top 10 ou le top 12 dans les réussites au tir dans tous les compartiments du terrain en attaque, sauf dans les coins. Sauf dans les coins à 3 points, où là, les Wizards font partie des plus mauvaises équipes de la ligue, mais sinon dans tous les autres compartiments, que ce soit dans la restricted area, donc ça c'est vraiment tout près du cercle, c'est vraiment à 1 mètre du panier, on a la 10 ou 11e meilleure réussite de la ligue. Sur les tirs à mi-distance, vous voyez qu'on a la 3e meilleure réussite de la ligue, et sur les above the break tree, donc ça ce sont les tirs à 3 points qui sont au-dessus des postes de l'ailier, donc qui va être au-dessus des 45 degrés si vous voulez, au-dessus de la ligne des lancers étendue, eh bien on a la meilleure réussite à 3 points de la ligue. Donc côté Washington, on est vraiment une équipe de réussite dans les tirs de champ. Si l'on juxtapose, comme on l'a fait précédemment, les qualités d'adresse de cette attaque des Wizards sur la ligne du haut par rapport aux qualités de défense de cette équipe des Celtics, eh bien on se rend compte que sur 1, 2, 3, 4 zones sur 6, on a une attaque
des Wizards qui va être plus efficace que ce que la défense des Celtics en face laisse à l'adversaire. Donc on a un ratio entre les différentiels attaque-défense sur les tirs de champ qui est favorable aux Wizards. Il n'y a que dans les tirs tentés in the paint, donc dans la raquette, mais au-delà de la zone protégée, donc en gros entre 1 et 3 mètres du panier, si vous voulez vraiment schématiser, où là, la défense des Celtics fait un petit peu mieux, et il y a dans les coins. Je vous disais, dans les corners, cette équipe des Wizards, de manière incompréhensible, a une magnifique adresse, on va dire, dans l'axe panier-panier, mais dès qu'ils descendent dans les coins, c'est médiocre, et là, très clairement, l'attaque des Wizards fait bien moins que ce que la défense laisse traditionnellement à leurs adversaires directs du côté des Celtics. Alors, si on s'intéresse maintenant à la répartition des tirs côté Wizards, voyez que c'est extrêmement plus homogène que ce que les Celtics se proposaient. Côté Celtics, souvenez-vous, c'était ultra binaire. Soit on allait finir fort près du cercle, soit on tirait à 3 points. Là, côté Wizards, voyez que on a quasiment tout le terrain qui est en vert ou en jaune. Donc on a vraiment une attaque très polyvalente qui peut tirer d'un petit peu partout. Donc on a autant finalement de tirs à mi-distance ici à 45 degrés que de tirs à 3 points à 45 degrés au-delà de la ligne. Même le long de la ligne de fond, c'est bien exploité. En gros, pour schématiser, côté Wizards, on fait feu de partout. En termes de réussite, eh bien on vient de le voir précédemment, hein, cette équipe des Wizards, dès qu'il faut finir fort près du cercle, elle fait mieux que la moyenne NBA. Dès qu'il faut tirer dans la raquette, elle fait mieux que la moyenne NBA. Dès qu'il faut tirer à mi-distance, elle fait beaucoup mieux que la moyenne NBA. Dès qu'il faut tirer à 3 points above the break tree, ce sont tous ces 3 points-là, vous voyez, c'est cet arc-là. Au-delà de la ligne des lancers étendus, et bien dès qu'il faut tirer à 3 points au-delà de cette ligne des lancers étendue, eh bien on fait beaucoup mieux côté Wizards que la moyenne NBA. Par contre, dès qu'on descend dans les coins, alors là, d'une manière inexplicable, eh bien on est très nettement moins adroit que les autres collègues en NBA. Si on juxtapose ça maintenant avec les qualités de défense des Celtics, c'est en gros visuellement avec un schéma ce que ça donne par rapport à ce que je viens de vous montrer à l'instant, les comparaisons chiffrées. Eh bien, voyez que cette défense des Celtics, elle défend très bien dans les coins. C'est pas de chance parce que les Wizards ne misent pas trop sur les 3 points dans les coins, mais par contre, voyez que dans les above the break tree, donc dans ces 3 points au-delà de la ligne des lancers, eh bien, les Celtics ne sont pas très très bons en défense. Ils ne sont pas très très bons en défense. La protection de la raquette est pas mal. Vous voyez qu'il y a pas mal de bleu. Donc la défense des Celtics fait mieux que la moyenne NBA. Et puis pour les finitions très forts, au panier, tout près du cercle, eh bien on est dans la moyenne. Donc c'est somme toute moyen. Voilà. D'une manière globale, pour schématiser, c'est somme toute moyen. Intéressons-nous maintenant aux différentes composantes de cette attaque des Wizards. Je vous ressors mon camembert fait maison. Ça, c'est du 100% bio. c'est du fait dans la Blight Cave. C'est fait ici. C'est de l'artisanal. Cette attaque de Washington, cette attaque des Wizards, vous voyez que ce qu'elle fait le plus en attaque, c'est du pick and roll ball handler. C'est ça, pratiquement 18% du temps. Ça, c'est merci John Wall. Ce sont donc des séquences où le porteur de balle sur le pick and roll va scorer, soit en sortant de l'écran et en prenant un tir à mi-distance, soit en sortant de l'écran et en allant finir en lay-up. Après, c'est du spot-up. C'est du tir de champ. Mais voyez qu'on est dans des valeurs qui sont relativement faibles par rapport aux 22, 23, 24 ou 25% que vous avez en moyenne en NBA sur des tirs de champ. Et puis enfin, ce qu'on va chercher côté Wizards, c'est de la transition. C'est du jeu rapide, du jeu accéléré. C'est ici pour aller trouver des paniers à haut pourcentage en contre-attaque. Voyez que si vous comparez par rapport aux Celtics, on a un petit peu moins de polyvalence, on a un petit peu moins d'homogénéité
dans la répartition des différentes composantes de l'attaque. Il y a quand même pas mal de choses qu'on fait. Il y a une variété, on retrouve effectivement une variété, mais c'est un petit peu moins homogène que du côté des Celtics. Je pense notamment au off-screen, vous voyez par exemple des séquences ici, au hand-off, pardon. Je pense notamment au hand-off ici à 2,4%, donc ce sont les mains à main. C'est une séquence que les Wizards n'utilisent quasiment jamais. On a vu ce que les Wizards faisaient, quelles était la composition de l'attaque de Washington. Si on s'intéresse maintenant à l'efficacité des Wizards dans ces différentes composantes et si on les superpose à l'efficacité défensive des Celtics, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Alors, en gros, vous avez... Je vais vous le mettre en gros. Vous avez une attaque des Wizards qui va, à l'exception de 2 éléments, comme tout à l'heure finalement, on a une attaque des Wizards qui va surclasser la défense des Celtics. Si on met le diagramme avec le remplissage des zones vides, c'est beaucoup plus flagrant. Vous avez en bleu l'attaque des Wizards, en orange la défense des Celtics, et là on voit très clairement que l'efficacité offensive des Wizards surclasse l'efficacité défensive des Celtics. Par contre, si on compare les deux, souvenez-vous, le diagramme tout à l'heure et ce diagramme-là, on se rend compte d'une chose qui saute immédiatement aux yeux. C'est que à chaque fois, la défense des Celtics, eh bien, elle colle quasiment à l'attaque des Wizards. Et on a donc finalement beaucoup plus de proximité entre qualité attaque, qualité de défense dans le match-up qui oppose l'attaque des Wizards à la défense des Celtics que dans le match-up inverse où là, vous voyez qu'il y a des énormes disparités et que très clairement, on avait une attaque des Celtics qui surclassait la défense des Wizards. Là, il y a un surclassement, mais c'est beaucoup moins vrai. Vous voyez, l'écart entre l'attaque et la défense, il est beaucoup moins important ici. Il est même infime par rapport à ce qui peut être là. Donc, même si, comme ça, à première vue, il semble que l'attaque des Wizards surclasse dans quasiment tous les compartiments la défense des Celtics, quand on analyse l'écart, eh bien on se rend compte que c'est pas énorme. Et si on descend dans le détail, eh bien voyez que les Wizards sont extrêmement efficaces en transition, mais les Celtics défendent relativement bien la transition, ils sont pas loin. Sur les isolations, peu d'efficacité côté Wizards, peu d'efficacité défensive côté Celtics, mais on n'est pas loin. Sur le pick and roll porteur de balle, que les Wizards font énormément, eh ben on n'a pas beaucoup d'efficacité. On a un tiers des équipes NBA qui font mieux que Washington, et défensivement, les Celtics ne sont pas loin non plus. Sur le post-up, sur le jeu de haut panier, ce que les Wizards font relativement peu, là ils ont par contre un vrai avantage, donc il y a peut-être une faille à exploiter. Sur les tirs de champ, vous voyez, ces tirs de champ, ces tirs à mi-distance, ces tirs à 3 points, eh bien la défense des Celtics, elle est beaucoup plus efficace que l'attaque des Wizards, et ça c'est important parce que les spot-up, cette équipe de Washington en fait énormément, donc c'est un gros billet dans les composantes d'attaque de Washington. Sur les hand-off, les Celtics défendent très très mal les hand-off, mais finalement ça n'impactera pas trop parce que Washington ne le fait quasiment jamais. Sur les cuts, ça se tient. Sur les off-screen, ça se tient. Sur les putbacks, ça se tient. Et sur ce qui est inclassable, ça se tient. Donc au final, on a un avantage Wizards, mais il est beaucoup moins marqué que l'avantage que pouvaient avoir les Celtics dès lors qu'il s'agissait d'aller affronter cette défense de Washington. C'est vraiment flagrant. Si vous devez mémoriser une chose, mémorisez ça. Et c'est vraiment flagrant et vous aurez compris toute la série. Autre chose qui est très importante et qu'il faut avoir en tête avec cette équipe des Wizards, c'est que c'est l'équipe de la NBA qui, en moyenne par match, produit le moins de passes. Alors ça ne veut pas dire que cette attaque des Wizards elle est statique, mais ça veut dire que le ballon finalement circule peu. Il peut y avoir plein de mouvements sans ballon, mais au final, le ballon
il circule relativement peu. Vous voyez qu'on est dans ce volume de passes en compétition, si j'ose dire, avec des équipes comme le Thunder, les Rockets, les Raptors, les Cavaliers, des équipes où effectivement on voit en attaque placée mi-terrain beaucoup de choses statiques, beaucoup de choses statiques et assez peu de circulation du ballon. Ça se traduit, vous voyez, par un ratio de passes décisives par rapport au panier marqué qui est relativement faible, avec le 16e ratio de la ligue, là où vous voyez que les Celtics ils sont à en moyenne 65% de passes décisives. Donc ça veut dire que quand les Celtics y mettent 10 paniers, ou 100 paniers, eh bien il y a 65 paniers qui créditent quelqu'un d'une passe décisive, et on n'est qu'à 57 côté Wizards. Ça veut dire que ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on a des séquences où John Wall a beaucoup la balle en main. Ça se traduit avec du pick and roll en volume comme on l'a vu, avec des séquences où peut-être il ne lâche pas la balle et où derrière il va tenter un tir, où il va tenter une fixation pour ressortir sur un coéquipier. Mais on va avoir côté Wizards, c'est ça qu'on peut en déduire, moins de variété, moins de capacité à créer le danger qu'on ne peut l'avoir côté Celtics, où on l'a vu, on est un véritable couteau suisse collectif en attaque et où le danger peut venir d'un peu partout. Au final, l'un des points qui n'est pas occulté et qui peut être aussi déterminant dans cette série, c'est la capacité à négocier les fins de match série. Là, je vous ai sorti les ratios dans les statistiques de ce qu'on appelle le crunch time, c'est-à-dire moins de 3 minutes à jouer et moins de 3 points d'écart avec l'adversaire direct. Eh bien, quand cette situation s'est présentée en saison, les Wizards ont joué 84 minutes dans ces conditions. Ils ont un ratio efficacité offensive, efficacité défensive à pratiquement plus 30. Ce qui en fait la meilleure équipe de la NBA pour ce qui est de la négociation des fins de match serrés. A contrario, les Celtics, qui ont à peu près joué le même nombre de minutes que les Wizards dans ces situations, moins de 3 minutes à jouer, moins de 3 points d'écart, eh bien, on a toujours un ratio positif, ce qui permet d'aller arracher un même pourcentage de victoire quasiment que les Wizards, mais vous voyez que le ratio il est nettement moins élevé. Ça veut donc dire que dans les fins de match serrés, on a théoriquement quand même, malgré tout, un avantage Wizards, avec une capacité de Washington à extrêmement bien jouer ses fins de match et à aller chercher des points à haut pourcentage, tout en maintenant une défense somme toute correcte. 1,05 points par possession encaissée, c'est la moyenne NBA, donc on est dans une défense qui, sans être extraordinaire, est sur ces fins de match-là serrées, correctes. Quelle conclusion on peut donc tirer de cette preview de la série entre les Boston Celtics et les Washington Wizards? Incontestablement, on va avoir une série d'attaques. Les deux équipes sont dans leur élément dès lors que on est dans une surproduction offensive, donc il ne faut pas s'attendre à des matchs avec des petits volumes de scoring, mais plutôt à des matchs qui vont se jouer sur des 108, 110, 112 points par match, donc vraiment sur du très très gros volume. Les deux équipes vont avoir intérêt et vont chercher à vraiment dérouler leur attaque. Côté Celtics avec de l'adresse extérieure, côté Wizards avec de l'efficacité dans les tirs à mi-distance et des paniers à haut pourcentage en contre-attaque. Sur le fond, on a quand même fondamentalement un avantage Boston. On l'a vu dans les comparaisons attaque-défense, l'attaque des Celtics semble vraiment être en capacité de surclasser la défense des Wizards, et même si l'attaque des Wizards, à contrario, semble pouvoir surclasser la défense des Celtics, l'écart semble être quand même beaucoup plus restreint. Là où Washington peut tirer son épingle du jeu, c'est donc sa capacité à essayer vraiment de surclasser cette équipe des Celtics au rebond, priver Boston de possibilité de marquer en deuxième intention. Dans la foulée,
contester au maximum les Celtics dans leur tir extérieur, dans leur tir à 3 points et derrière verrouiller le rebond. Ça va être une vraie performance pour les Wizards parce qu'on l'a vu sur la saison, ils n'ont pas spécialement été doués dans la contestation des tirs à 3 points, ils n'ont pas non plus spécialement été doués au rebond. Au moins, ils connaissent les faiblesses de leur adversaire, ils savent sur quoi ils doivent se concentrer. Et puis, cette équipe de Washington va vraiment se fixer comme objectif de rester au contact et de pousser les Celtics dans une fin de match serrée où ces Wizards, parce qu'ils ont un beau QI basket, parce qu'ils ont de bons systèmes, de bonnes trouvailles, de bonne rigueur dans l'exécution offensive sur la fin de match. On l'a vu notamment dans la vidéo d'analyse que je vous ai proposée face aux Hawks, où sur les fins de match, eh bien, il y a du mouvement, il y a du collectif, c'est rigoureux, l'application est fiable, et c'est finalement dans cette rigueur-là que peut-être les Wizards peuvent espérer quelque chose dans des fins de match serrées. Sans vouloir faire du charlatanisme, je donne quand même ces Celtics favoris, ce qui n'est pas une énorme prise de risque, considérant que le premier, dans 80% des cas, ce que je vous disais en introduction, bat le quatrième dans des séries de playoffs en demi-finale de conférence, mais nul doute que sur un plan QI basket et basketologie, cette série sera passionnante. Je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité, bon playoff, bon match à tous.